Mesdames, Messieurs, bonsoir. Elle définit les principes et méthodes permettant de garantir la confiance des mesures. Ce soir, nous parlons de métrologie. Le mot désigne l'ensemble des méthodes et des techniques utilisées pour obtenir la plus grande précision dans les mesures. Il s'agit d'une science qui s'applique à tous les domaines de la vie où des mesures quantitatives sont effectuées. La journée mondiale de la métrologie, c'était le 20 mai dernier. À cette occasion, le ministre de tutelle a d'ailleurs invité les détenteurs d'unités de mesure à adhérer aux exigences de la métrologie pour une fiabilité des dites mesures. Quelles sont ces exigences et comment y veiller? C'est entre autres missions confiées à l'agence malienne de la métrologie. La MAM est chargée en un mot d'assurer la mise en œuvre de la politique nationale en matière de métrologie. Son directeur général adjoint est notre invité de la semaine, Drissa Dao. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur notre plateau et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Alors, nous avons l'impression que quand on dit en règle générale métrologie, le commun des Maliens entend météorologie. Est-ce que vous êtes confronté à ce problème et si tel est le cas, qu'est-ce que vous répondez généralement? Merci bien, M. Konaté. Permettez-moi, avant de répondre à votre question, de remercier les plus hautes autorités de notre pays qui ne cessent d'apporter des appuis à la main pour qu'elle puisse accomplir ses missions. Mais remercier aussi à la direction de l'ORTM qui nous a offert cette occasion pour nous permettre de parler de cette science aux Maliens, une science qui est méconnue, et aux téléspectateurs qui nous suivent. D'abord, effectivement, la météorologie et la météo, quand vous parlez, les gens font la confusion entre les deux. Une fois que vous parlez de météorologie, les gens se rapportent directement à Mali Météo, alors que c'est deux sciences différentes. La météorologie, elle s'occupe de la science de la mesure et les applications de cette science. Alors que la météorologie, elle s'occupe de la science du climat. Elle fait l'étude du climat. Donc c'est cette différence. Donc nous sommes vraiment confrontés à ça parce que y a beaucoup de gens qui font la confusion entre les deux. Alors, parce que la météorologie, peut-être, c'est une discipline beaucoup plus récente. Vous dites qu'elle n'est pas très connue. Oui, elle n'est pas aussi récente, mais de par son évolution, elle a été confrontée à de nombreuses difficultés. Sinon, la discipline météorologie existe au Mali depuis 1960. Et elle était au niveau de la direction des affaires économiques, la direction nationale du commerce, la concurrence, jusqu'à la création de la MAM en 2017. Donc, elle existe au Mali il y a longtemps. Seulement, c'est la communication autour de la science qui a manqué jusqu'ici. Et depuis la création de la MAM, nous sommes en train de nous battre pour que cette discipline puisse être connue par les Maliens au plus grand possible. Alors, on va en venir à l'AMAM, à votre agence, mais la discipline déjà, c'est quoi? Elle sert à quoi concrètement? La discipline météorologie sert globalement à faciliter les mesures, c'est-à-dire à faciliter les échanges commerciaux, à assurer la sécurité des êtres humains, la santé, l'environnement. C'est-à-dire que c'est une discipline qui permet de gérer l'ensemble des mesures, tout ce qui est mesure dans tous les domaines de la vie. C'est ça le rôle de la discipline. Mais en quoi est-ce que cela a une incidence sur la vie du consommateur, du citoyen que nous sommes, et aussi sur l'économie, sur l'État? D'abord, prenons le cas des consommateurs. Imaginez-vous que vous partez au marché où vous voulez faire des achats et que vous avez besoin d'un certain nombre de kilos, vous payez et qu'on ne vous livre pas ça. À la fin, ça veut dire que vous avez payé, qu'on vous livre moins. En ce moment, vous serez obligé d'en acheter encore. Donc, pour le citoyen, c'est déjà une question de justice. Justice. Et il y a une question de santé, parce que quand vous partez à l'hôpital, par exemple, où le médecin doit vous consulter, si l'instrument de mesure qu'il utilise pour vous consulter n'est pas conforme, en ce moment, soit vous n'allez pas être soigné, ou bien vous allez être tué. La même chose dans l'environnement. Si les instruments de mesure ne sont pas conformes, on ne pourra pas déterminer la pollution de l'air et ça peut amener des problèmes de santé au niveau des êtres humains. La même chose au niveau de la sécurité routière. Si les instruments de mesure utilisés dans la sécurité routière ne sont pas conformes, des accidents peuvent se multiplier.
Et revenons à l'économie. Le rôle, la méthodologie, je dirais, sans méthodologie, pas d'économie. Par exemple, prenons le cas des PSE que vous connaissez avant, où pratiquement ça ne fonctionne pas aujourd'hui. Si on C'est considère les balances, les bascules sur lesquelles montent les véhicules gros montent. porteurs. Oui, d'accord. Pour pouvoir déterminer les charges à l'essieu. Si la charge à l'essieu est trop élevée, ça peut détruire le goudron. Les PSE sont là pour contrôler ça. Cela est valable pour, par exemple, si vous partez au niveau des services douaniers, les dédouanements peuvent se faire à partir des mesures. Si la mesure n'est pas conforme, ça veut dire qu'au niveau du calcul des recettes douanières, il peut y avoir un manque à gagner. Il y a autant d'exemples comme ça. Mais comment est-ce que ces questions étaient gérées avant que vous n'existiez à l'agence, bien évidemment? Oui, ces questions étaient plus ou moins gérées par, comme je le disais avant, par la Direction nationale du commerce et de la concurrence. Elle ne s'occupe pas de santé, par exemple? Non, bon, elle s'occupait d'un certain nombre de domaines. Mais pour la santé, quand même, elle ne s'occupait pas de ça. Elle s'occupait essentiellement de ce qui concerne les transactions commerciales. Exactement. Parce que, en fonction de ses moyens, elle s'occupait de ce qu'elle pouvait faire en son temps. Donc, elle s'occupait non seulement de ce qui est paysage, de ce qui est volume. C'est les deux grandeurs que la DNCG utilise en ce moment. Alors désormais, ces questions sont gérées donc à votre niveau, l'agence malienne de métrologie. Vous êtes chargé d'assurer, je le disais, la mise en œuvre de la politique nationale en matière de métrologie. Expliquez-nous. Bon, l'AMAM est un établissement public à caractère administratif. Elle est chargée de la mise en œuvre de la politique nationale de la métrologie. À ce titre, elle est chargée, entre autres, de la vérification primitive et périodique des instruments de mesure, du jaugeage des récipients à mesure, de l'étalonnage des instruments de mesure. Elle peut même faire des actions de formation. Elle est chargée aussi de faire des enquêtes en matière de météorologie. Elle est chargée aussi de suivre les structures auxquelles l'État confie certaines missions en matière de météorologie. Ça, c'est entre autres. Ça, c'est quelle structure, par exemple? Par exemple, les sociétés de réparation, parce qu'il faut comprendre qu'il y a des réparateurs agréés. Il y a des sociétés qui sont agréées pour réparer les instruments de mesure. Tout le monde n'est pas réparateur. Il y en a au Mali? Il y en a au Mali. Il y a des sociétés qui sont agréées pour réparer les instruments de mesure. Donc la structure est chargée de suivre ces sociétés. En dehors de ces sociétés, il y a des personnes habilitées à faire le travail? Oui, il y a des sociétés auxquelles l'AMAM peut confier certaines tâches. Par exemple, si elle trouve qu'elle-même elle ne peut pas exécuter une activité, elle peut, de par la compétence de la société, vous confier cette activité sous sa supervision. Et il y en a au Mali. En fait, moi, je veux dire, est-ce que je peux m'improviser réparateur d'instruments de mesure sans appartenir à une société agréée? Non, vous ne pouvez pas vous approuver pour être réparateur comme ça. Si vous le faites, c'est l'exercice d'une activité, c'est l'exercice légal d'une profession réglementée. Il faut que vous soyez habilité d'abord, vous soyez autorisé par les ministères de la métrologie pour être réparateur. Ou vous êtes agent d'une société, ou vous-même vous cherchez à être agréé. Donc ça, ce n'est pas possible. D'accord. Et les autres services de contrôle que vous avez trouvés sur place, quels sont vos rapports? Vous nous avez parlé notamment de la DGCC. Donc la DGCC, nous entretenons de bons rapports parce que nous faisons des activités ensemble. Dans le cadre de la protection du consommateur, par exemple, nous faisons des missions conjointes pour pouvoir aller faire le contrôle des produits en matière de métrologie, etc., etc. D'accord. Comme instrument, donc, vous disposez de cette loi de 2017 instituant le système national de métrologie. Il y a aussi un arrêté ministériel de 2018, si je ne m'abuse, qui fixe les conditions de délivrance d'agréments. Expliquez-nous ces textes sur la base desquels vous travaillez. La loi, d'abord, elle institue le système national de métrologie. C'est cette loi qui réglemente l'ensemble du secteur de la métrologie. Elle définit les unités de mesure qui sont utilisées au Mali, les grandeurs correspondant à ces unités, les conditions de fabrication, les conditions d'importation et les conditions d'agrément. Et elle définit aussi les redevances qui doivent être payées lors des opérations de vérification. Donc cette loi a été adoptée en 2016 pour réglementer dans l'ensemble des secteurs de la métrologie. Et dans cette loi, il est dit qu'il y a 3 sortes de métrologie. Il y a la métrologie légale, il y a la métrologie industrielle et il y a la métrologie scientifique. Et l'arrêté dont vous faites allusion, ces arrêtés ont été pris pour réglementer la délivrance des agréments. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que n'importe qui se lève un bon matin pour aller réparer une balance ou bien réparer une pompe. Non, il faut que les gens soient autorisés et selon leurs compétences.
Est-ce que vous avez la compétence techniquement pour pouvoir, est-ce que vous avez l'équipement nécessaire pour pouvoir faire le travail? En ce moment, le ministre vous autorise à le faire. Et vous êtes supervisé par l'amont. Mais quand on parle aujourd'hui de renforcement du cadre législatif, de quoi est-ce qu'on parle? Est-ce que ça veut dire que ces textes qui sont là sont insuffisants pour réglementer suffisamment le secteur? Non, les textes ne sont pas insuffisants parce qu'il y a d'autres... Il faudrait... Parce qu'il faut comprendre qu'en matière de métrologie, il y a au moins un certain nombre de catégories. Il y a au moins une 40 catégories. Et tout ceci là doivent être réglementés. Donc, c'est 40 catégories d'instruments de mesure. D'accord. Donc il faut réglementer toutes ces catégories. Donc c'est pourquoi on parle de renforcement du cadre législatif. Il faut prendre des arrêtés pour réglementer toutes ces catégories. Donc ces arrêtés, vous les attendez encore? Ils ne sont pas encore... Nous sommes en train de les élaborer une à une. Ah, c'est vous qui les élaborez? Oui, c'est nous qui les élaborons. Et quand est-ce que vous comptez réglementer suffisamment le secteur? Nous pensons que d'ici la fin d'année, nous allons réglementer une grande partie du secteur. Vous avez, monsieur le directeur, entrepris des actions de vérification de la conformité des instruments de mesure à travers le pays, si je ne m'abuse. Qu'est-ce qui a été contrôlé concrètement et qu'est-ce que cela donne comme résultat? Aujourd'hui, il faut comprendre que chaque année, nous faisons ce qu'on appelle une campagne de vérification. Et cette campagne s'étend sur 3 mois en général, mais des fois nous faisons une prolongation d'1 mois. Et cette campagne, elle a commencé en janvier 2024. Elle a pris fin en mars 2024. Elle a été prolongée d'1 mois. Et au cours de cette campagne, nous avons procédé à la vérification essentiellement de 3 catégories d'instruments de mesure. En grande partie, il y a d'autres qui ont été vérifiés. Ça, c'est les balances, les bascules, les pompes bascules, les distributeurs de carburant, ce que vous appelez les pompes à essence, le jaugeage des camions citernes. Ça, c'est les 3 grandeurs qui ont été vérifiées du 1er janvier au 30 avril aujourd'hui. Et qu'est-ce que cela donne comme résultat? Est-ce qu'en règle générale, on se conforme aux normes? Bon, en règle générale, on ne se conforme pas puisque lors de ces vérifications, il a été constaté que certains de ces instruments ne répondaient pas aux normes et les détenteurs ont été obligés à les mettre en règle. Donc quand les instruments ne répondent pas aux normes, on considère cela comme de la fraude? Comment est-ce que cela est considéré chez vous? Bon, c'est considéré comme de la fraude, mais il faut comprendre que ça peut, peut-être l'instrument peut avoir juste une défaillance sans que le détenteur ne soit au courant. C'est pourquoi les périodes de campagne sont décidées pendant cette période. Et une fois que l'instrument n'est pas conforme, le détenteur est invité à le réparer. Donc il n'y a pas de sanction en tant que telle, il faut juste se mettre... Pendant la période de campagne, il n'y a pas de sanction. Vous êtes invité à faire réparer votre instrument. Sauf si vous refusez, en ce moment, vous êtes sanctionné. Et si on refuse de le faire, on écope de quelles sanctions? Il y a 2 types de sanctions. Hein. Il y a les sanctions administratives, il y a les sanctions judiciaires. C'est-à-dire que si vous refusez de réparer votre instrument, l'AMAM est dans l'obligation de sceller votre instrument. Si l'instrument peut être transporté, elle est saisie, en saisie provisoire. Et des procédures sont entamées, soit vous êtes sanctionné au pays des amendes, ou le dossier est transmis au tribunal pour que le juge statue sur votre cas, pour voir ce que vous avez fait. Est-ce que vous devez aller en prison, oui ou non? Voilà. Mais quand vous dites que pendant les périodes de campagne, il n'y a pas de sanctions, à quel moment est-ce qu'il y a des sanctions concrètement? Les sanctions commencent après la campagne de vérification. Dès que la campagne prend fin, une fois que l'AMAM se présente chez un opérateur et qu'elle constate que soit vous n'avez pas fait vérifier votre instrument, ou bien votre instrument a été vérifié et qu'elle n'est pas conforme, que vous continuez à l'utiliser, et à ce moment, les sanctions tombent. D'accord. Parlez-nous de votre système de vérification de poids et mesure finalement au Mali. Comment est-ce que ça marche? Voilà le système de vérification des poids, pas des poids et mesures, des instruments de mesure. Des instruments de mesure. Voilà comment ça marche. Il y a d'abord ce qu'on appelle la campagne de vérification périodique et il y a la période de surveillance. La campagne de vérification périodique, comme le dit la loi, hein, c'est à la demande des opérateurs. C'est-à-dire qu'on invite les opérateurs à faire présenter leurs instruments à la vérification. Si votre instrument ne peut pas être transporté... Donc c'est à votre demande, ce n'est pas à la demande des opérateurs? Non, c'est à la demande des opérateurs. Mais c'est nous qui ouvrons la campagne. Le directeur fait un communiqué, il dit que la campagne de vérification est ouverte. Il invite les détenteurs d'instruments de mesure à faire vérifier leurs instruments de mesure. Passé ce délai, tout détenteur d'instruments de mesure qui n'a pas soumis son instrument à la vérification est passible de poursuite. Parce qu'on vous donne ce temps quand même
pour que vous puissiez venir vous-même présenter votre instrument, voir si c'est conforme oui ou non. Et après cette période, l'AMA même initie des missions de surveillance. Que ça soit vérifié ou pas, les missions de surveillance concernent l'ensemble des instruments, même si ça a été déjà vérifié. On va encore venir voir, est-ce qu'après la campagne de vérification, est-ce que votre instrument encore tient bon? C'est pour voir si, après la vérification périodique qui a été réalisée chez vous, si après l'instrument ne s'est pas déréglé, ou bien vous-même, vous n'avez pas fait exprès pour changer les données de l'instrument. Ce que vous dites est valable pour les instruments transportables ou l'ensemble des instruments? L'ensemble des instruments de mesure, transportables ou non transportables. Si votre instrument n'est pas transportable, vous demandez à ce que l'équipe se déplace pour aller vérifier votre instrument sur votre lieu d'utilisation. Est-ce que les Maliens adhèrent véritablement à cela? Bon, il y a l'adhésion à cela est très timide aujourd'hui, il faut le dire, parce que d'abord, les gens ne connaissent pas l'importance même de la vérification. Alors, pour adhérer à quelque chose, il faut d'abord connaître son importance. C'est l'importance de la vérification que les détenteurs d'instruments de mesure même ne connaissent pas. Donc c'est pourquoi l'adhésion est un peu timide. Mais quand même, chaque année, il y a une évolution. Par rapport au début de l'AMAM, quand même, jusqu'à aujourd'hui, il y a une grande évolution. Les gens commencent à comprendre petit à petit qu'il faut que je fasse vérifier mon instrument. Voilà ce que je gagne quand je fais vérifier. Voilà ce que je perds quand je ne fais pas vérifier. Mais qu'est-ce que vous faites pour que les gens comprennent quand même? Parce que bon, quand c'est nouveau, c'est compliqué. Il faut que les gens... Il faut de la pédagogie pour... Oui, depuis quand même la création de l'AMAM, comme je l'ai dit au début, nous avons quand même initié des actions de sensibilisation à travers les médias et à travers des conférences de presse que nous amenons au niveau de nos locaux. Chaque fois, même nous-mêmes, en tant que direction, nous nous déplaçons dans les marchés pour aller expliquer, et faire regrouper les commerçants pour les expliquer, voilà ce qui doit être fait, voilà ce qui doit être fait, voilà l'important, voilà l'importance. Et la répression, est-ce que vous y faites souvent recours? Parce que quand on sensibilise et que ça ne marche pas, il faut peut-être passer à une autre étape. Bien sûr, nous faisons recours à la répression chaque année parce que il ne faut pas... puisque si X vérifie et que Y ne vérifie pas et qu'ils sont dans le même marché, si on n'oblige pas Y aussi à faire vérifier, l'année prochaine, X aussi ne va pas le faire. Donc, on fait recours à la pression, à la répression. Des fois, même, nous procédons à l'enlèvement des instruments de musique des gens pour les obliger à faire vérifier. En tout cas, si vous ne vérifiez pas votre instrument, nous faisons recours à la répression, puisque la loi nous l'autorise. Mais si vous faites un petit bilan, si vous essayez de jeter un regard rétrospectif sur votre parcours, vous nous dites que les choses évoluent dans le bon sens. Bien sûr. En tout cas, depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, les choses évoluent dans le bon sens, parce que le nombre d'instruments de mesure vérifiés en 2018, par rapport à en 2023, par exemple, il y a une très, très grande différence. Parce qu'en 2018, on tournait autour de 9 000 instruments. En 2023, nous avons tourné autour de 14 000. Donc, malgré le contexte difficile, nous avons tourné autour de 14 000 instruments de mesure. Contexte difficile, vous dites, mais quelles sont les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui à l'AMAM? Bon, les difficultés sont nombreuses, parce que d'abord, les difficultés, ça commence par la méconnaissance de la chose, parce que qui ne connaît pas une chose s'oppose à sa réalisation. Parce qu'il y a des opérateurs qui s'opposent à ce que les agents procèdent à la vérification de leur instrument de musique, parce que certains vont même jusqu'à vouloir agresser nos agents sur le terrain. Ça, c'est les difficultés majeures. Il y a des difficultés aussi d'ordre matériel, parce que la métrologie étant une science où l'équipement est très cher, de la création de l'AMAM aujourd'hui, nous avons quand même des difficultés à avoir le matériel, et il y a des difficultés d'accès de certaines zones compte tenu de la situation sécuritaire. Sécuritaire. Alors, vous fonctionnez avec quels moyens, monsieur le directeur? Bon, nous fonctionnons avec les deux moyens. L'État nous donne un appui. Nous-mêmes, à travers la mobilisation de nos sous-propres, comme je l'ai dit, il y a des redevances à payer lors des opérations de vérification. C'est avec ça que nous fonctionnons aujourd'hui. Et à la date d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut considérer comme acquis un peu globalement à votre niveau? Bon, comme acquis aujourd'hui, il y en a un peu, parce que quand même la création de la MAM aujourd'hui, comme je l'ai dit, la MAM a pu quand même s'équiper. Elle a pu acheter des étalons pour pouvoir faire des activités. Des étalons? Des étalons de mesure, c'est-à-dire que des instruments de mesure
permettre à la MAM elle-même de pouvoir faire la vérification des instruments de mesure des autres. Et elle est en train de vouloir faire une station de jaugeage qui va la permettre de pouvoir faire le jaugeage des camions citernes. Ça, c'est des acquis importants pour la MAM aujourd'hui. Donc la station de jaugeage, on peut considérer comme un acquis ou comme un projet? Non, c'est un acquis. Un acquis? C'est un acquis. L'inauguration sera très prochainement. D'accord. Et qu'est-ce que cela va changer? Est-ce que le jaugeage de camions, en quoi est-ce qu'il est important? Non, il est très important. Comme je le disais, si les camions ne sont pas bien jaugés, les recettes douanières peuvent prendre un coup parce que le dédouanement se fait à partir des certificats de jaugeage. Ça, c'est l'aspect du côté de l'État, du côté des opérateurs économiques. Si les camions ne sont pas jaugés, vous allez voir dans la ville des stations qui vont fermer parce qu'il y aura la fraude autour du carburant. Les gens ne sauront pas quelle quantité j'ai pris au dépôt, quelle quantité on a déposé chez moi. Le jaugeage est très très important et sans ça même, ça ne peut pas marcher. Et c'est-à-dire que tous les camions devront passer par cette station? Obligatoirement, tous les camions doivent passer par la station de jaugeage. Un camion non jaugé ne peut pas se servir dans un dépôt. Ce n'est pas possible. C'est la loi qui le dit. C'est la loi qui le dit. C'est la loi qui le dit. Non seulement notre loi le dit, mais les réglementations internationales aussi le disent. Un camion non jaugé ne peut pas être chargé dans un dépôt. Ça, ce n'est pas possible. Il faut que le camion soit muni d'un certificat de jaugeage en cours de validité. Et vous dites la station, elle sera opérationnelle à partir de quel moment? Elle sera opérationnelle au plus tard le mois d'août. Elle va être opérationnelle plus tard. D'accord. Vous avez à cœur, si j'ai bien compris, des projets pour booster les activités météorologiques au Mali, au-delà de la station. Parlez-nous. Oui, nous avons beaucoup de projets parce que à la MAM, nous avons un projet de mettre en place un certain nombre de laboratoires et les faire accréditer. Ça veut dire que les faire accréditer, ça veut dire que les faire reconnaître des laboratoires. Des laboratoires. Parce que nous avons un premier labo qui est là pour les masses, c'est-à-dire que les poids, comme les gens le comprennent, qui fait l'étalonnage des poids. Nous voulons mettre en place un laboratoire de température qui va nous permettre de pouvoir étalonner les tensiomètres. Et nous voulons mettre aussi en place un laboratoire d'électricité pour pouvoir vérifier les compteurs de l'EDEM et un laboratoire d'eau potable pour pouvoir vérifier les compteurs de la SOMAGEP. Ça, c'est des projets que nous avons. D'accord, tout ça, c'est très important à vos yeux? Très, très, très important, pas à nos yeux seulement, très important pour la population aussi. Parce que si on ne vérifie pas les compteurs de l'électricité, ça veut dire que c'est l'EDEM celui qui dit que le compteur est bon, alors qu'il faut que quelqu'un d'autre dise que pour EDEM c'est bon, ce n'est pas bon. Il faut qu'une tierce personne, cette tierce personne, c'est la même. Et comment est-ce que vous voyez un peu l'avenir de la météorologie au Mali? L'avenir de la météorologie, elle est très bonne au Mali. Parce que si je vois la météorologie de 2006 à nos jours, elle a tellement progressé. Et chaque année, elle ne fait que progresser. Et elle est prometteuse au Mali. Et on est d'ailleurs même obligé de faire avancer la météorologie. Sinon, comme je le disais, sans météorologie, pas de développement. Parce que les entreprises industrielles que vous voyez comme ça, elles ont des difficultés parce qu'elles ont besoin de certaines prestations de météorologie que la MAM ne peut pas les offrir. Et elles sont obligées de parcourir des distances. Par exemple, certains vont au Bénin, certains vont au Ghana pour se servir. Et quand vous partez au Ghana, par exemple, vous avez le coût de transport. Et sans compter le coût de la prestation. Alors que si vous avez la prestation sur place, ça vous revient moins cher. Donc, nous avons tous intérêt à ce que la météorologie se développe au Mali. Mais quand est-ce que vous comptez vous mettre à niveau pour que les gens ne soient pas obligés, par exemple, d'aller dans un autre pays pour des services relevant de vous? Nous c'est très, très prochainement, parce que, comme je le disais, nous avons notre premier laboratoire qui est en cours d'accréditation. C'est juste une question de laboratoire? Oui, il y a une question de laboratoire, il y a une question d'équipement aussi. Parce qu'il faut s'équiper en fonction des besoins des entreprises. Parce que les besoins des entreprises, il faut les évaluer et chercher des étalons correspondant à ces besoins. Et nous sommes là-dessus cette année, par exemple, dans le programme d'activité que le conseil d'administration a adopté. Nous avons prévu d'acquérir des étalons dans le domaine de la température et de la pression parce que en 2023, nous avons reçu beaucoup de demandes par rapport à ces domaines. Et ces demandes n'ont pas pu être traitées par la MAM faute de moyens. Et dans notre programme d'activité, nous avons demandé l'autorisation à notre conseil d'administration qu'on puisse acquérir ces équipements
ces étalons et cette procédure est en cours. D'accord, monsieur le directeur. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui aux Maliens qui sont donc les utilisateurs de ces instruments de mesure et aussi aux opérateurs économiques enfin, nous sommes tous utilisateurs finalement. Non, ce que je voudrais dire aux Maliens, c'est que lors des opérations d'achat, que les gens exigent la marque de vérification de l'AMAM sur les instruments de mesure. Si vous ne voyez pas la marque de l'AMAM sur les instruments, n'achetez pas chez ce commerçant. Allez-y ailleurs. Ça veut dire que quand vous vérifiez, vous marquez, vous mettez une marque. Il y a une marque qu'on appose sur l'instrument. On la reconnaît comment? On la reconnaît par sa couleur. Quand vous partez par exemple dans un marché, vous regardez une balance, vous allez trouver qu'elle porte soit la vignette de couleur verte, ou bien la grise, ou bien la couleur rouge. Donc la couleur verte, ça veut dire que ça a été vérifié conforme, vous pouvez vous servir là-bas. Mais si elle porte la couleur rouge, ça veut dire que l'instrument n'est pas conforme. D'accord. Donc c'est ce que je demande aux Maliens. Donc une fois que vous partez au marché, ou bien vous partez dans une station et que vous ne voyez pas les vignettes sur la pompe, vous continuez, vous allez là où il y a les vignettes. La même chose que pour les balances, la même chose que pour d'autres instruments de mesure. En ce moment, si les Maliens exigeaient ça, vous allez voir que les opérateurs eux-mêmes vont être obligés de venir vers la MAM sans la force de la loi. Parce que c'est déjà une sanction pour eux. Parce qu'une fois que celui qui doit acheter n'achète pas chez toi, vous êtes obligé de venir vous mettre en règle. Et aux opérateurs aussi, ce que je vais leur dire, c'est que ne voyez pas la vérification de l'AMAM comme autre chose. C'est-à-dire que c'est une opération qui est en votre faveur. Je m'explique. Si vous êtes vendeur de céréales, par exemple, vous achetez 1000 tonnes, vous stockez dans votre magasin, vous êtes en train de peser 50 kg, 50 kg. Si par hasard, la bascule qui vous sert à peser les 50 kg, au lieu de peser 50 kg, elle marque 50 kg, mais en réalité, elle a mis 55 kg, je suis sûr qu'à la fin du stock, votre fonds de commerce, vous ne l'aurez pas. Voilà pour les stations-service. Et voilà pour la santé aussi, parce que si vous êtes médecin et que vous consultez les gens, les instruments de mesure que vous utilisez, si vous ne les faites pas vérifier, il est fort probable, soit vous ne soignez pas des gens, ou bien vous tuez des gens. Ça, c'est pas parce que vous n'êtes pas compétent, ni vous n'avez pas fait exprès, mais c'est parce que l'instrument que vous avez utilisé n'est pas conforme. D'accord. Monsieur le directeur, la journée mondiale de la météorologie, c'était donc le 20 mai. Vous avez apparemment différé les activités. Quand est-ce qu'elle aura lieu, la commémoration, et de quoi est-ce qu'elle sera faite? La commémoration a été effectivement différée de quelques semaines. Nous allons, de toute façon, pouvoir la célébrer avant mi-juin. Et des activités qui sont prévues, il y a d'abord les conférences de presse. Il y aura des journaux portes ouvertes au niveau de la MAM. Il y aura une caravane qui va sillonner les rues de Bamako pour expliquer aux gens l'importance de la vérification. La MAM, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que c'est que la MAM? Qu'est-ce qu'elle fait? La météorologie, qu'est-ce que c'est que la météorologie? Quelle est son importance? Qu'est-ce qu'elle peut apporter pour nous? Cette caravane va sillonner les rues de Bamako pour expliquer aux Maliens qu'est-ce que c'est que la météorologie, qu'est-ce que c'est que la MAM et quelle est son importance dans la vie économique. Essentiellement des activités d'information et de sensibilisation. Oui, c'est parce que, puisque nous avons constaté que la météorologie étant une discipline méconnue, nous cherchons toujours à la faire connaître par le maximum de manière possible. C'est pourquoi nous mettons l'accent sur les actions de communication qui sont les journaux portes ouvertes, les conférences de presse et la caravane dont je vous ai parlé. Nous vous souhaitons bon vent, monsieur le directeur. Merci bien. Nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions. Merci bien. Merci d'être venu. Merci à vous. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de l'invité. Bonne suite de programme sur le RTM. Merci.